Le Tchad continue d'être secoué par des conflits intercommunautaires. Il y a quelques jours seulement, dans le Wadi Fira, des affrontements entre deux communautés ont causé la mort de plusieurs personnes et fait de nombreux blessés. Après ce drame enregistré, d'autres violences étaient signalées dans le Guéra. Pendant que le pays fait face à ces tensions internes dans la province du lac Tchad, où les attaques de la secte islamique Boko Haram contre les positions des forces de défense et de sécurité ont fait plusieurs victimes. Nous allons analyser donc cette situation avec nos invités autour de cette table. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux internautes qui nous suivent depuis toutes les plateformes digitales de Tchad Info. Je vous l'annonçais donc à l'entame de cette émission que nous allons donc parler des conflits intercommunautaires et nous parlerons aussi de la situation sécuritaire dans la province du lac Tchad. Nous recevons sur ce plateau, pour vous et chez vous, Monsieur Beda Kaman, vous êtes démographe, consultant indépendant. Bonsoir, merci d'être là avec nous. Beda Omar Kaman. Beda Omar Kaman. Merci Asante. Merci Monsieur Zagalo. Bonjour. Bonjour, merci. Notre invité a déjà introduit son vis-à-vis, qui est Dr Achirif Amit Zagalo, secrétaire permanent des organisations paysannes à la plateforme pastorale du Tchad. Bonsoir et merci d'être là avec nous. Bonsoir et merci beaucoup Tchad Info de nous avoir invités. C'est un honneur pour nous de vous avoir autour de cette table. Monsieur Bedaroma Kaman, vous avez appris la situation sécuritaire relative aux conflits intercommunautaires qui ont eu lieu dans le Wadi Fira. Au moins 42 morts seront selon les informations officielles. Quelle lecture vous faites encore aujourd'hui sur cette situation liée au conflit intercommunautaire dans notre pays? Merci pour l'invitation. Je crois que c'est la dernière fois que j'aborde ce sujet, soit dans les conférences, soit dans les débats télévisés, soit dans les débats radiodiffusés. Mais je pense que on ne va pas directement parler de ce conflit, parce qu'en ce moment, on a l'impression que tout le Tchad brûle, mais on fait reculons pour voir un peu comment on a pu déboucher sur le problème des conflits communautaires, surtout le conflit éleveur-agriculteur. Je crois que c'est sur ça que tu veux qu'on se base. On va aller de cette manière, on va parler de conflits intercommunautaires, mais peut-être aussi des conflits éleveurs. Oui, bon, si vous voulez qu'on passe... Parce que c'est pas forcément, les conflits intercommunautaires, ce n'est pas forcément entre éleveurs et agriculteurs. Pas éleveurs-agriculteurs. Mais en ce qui concerne le conflit communautaire, je crois qu'il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance au Tchad. On a partagé des armes. Les armes circulent partout, n'importe où. Est-ce que les gens qui gouvernent là, surtout je parle des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, maîtrisent-ils vraiment la situation? Parce que quand on prend un administrateur et qu'on l'affecte, les administrateurs doivent être en quelque sorte des sociologues. Quand vous allez dans une préfecture, une sous-préfecture, un administrateur qui est passé à 20, 30 ans, mais vous avez de ces traces. Il laisse un certain nombre de documents que vous allez lire et il y a des choses que vous allez éviter parce qu'il y a des conflits pour lesquels on n'a pas pu régler, il y a des conflits qu'on a pu régler. Et chaque administration qui vient lit d'abord les documents laissés par ses prédécesseurs. Aujourd'hui, est-ce que les gens lisent? Est-ce que les gens écrivent? Bon nombre sont analphabètes. Donc on enlève un administrateur, un autre vient, bon, il gère comme il peut, il s'en va, etc. Il n'y a plus de documents qu'on laisse. Aujourd'hui, quand vous allez, moi je suis un fils d'administrateur, quand on va quelque part et que nous nous mettons à lire même ce qui est dans la résidence du sous-préfet, on trouve les documents des années 40-50. Et même les conflits qui ont démarré dans les années 40-50, on les lit, mais on comprend un peu que telle et telle société, telle et telle communauté ont des différends. Donc il faut faire attention. Aujourd'hui, non. Les gens vont les yeux fermés. On n'anticipe pas. On attend à régler plutôt que d'anticiper. Pas du tout. Non seulement ça, mais il faut étudier ce qu'il y avait avant et comment on a réglé. Mais aujourd'hui, personne ne s'en occupe. Et pour une bichette d'allumettes, tout prend feu. C'est ça le problème. Vous avez évoqué la question de la prolifération des armes de guerre. Aujourd'hui, dans certaines régions du pays, dans certaines parties du pays, des civils détiennent des armes. Vous voyez en cela l'une des raisons de ce conflit intercommunautaire? Moi, j'ai fait tout le Tchad. J'ai fait les 23 régions. J'ai discuté avec les chefs de village, les chefs de canton, les sultans, les administrateurs. J'ai fait tout le village parce que j'étais
au ministère de l'élevage. Il y a des zones où toutes les femmes sont armées. Elles savent très bien tirer. Moi, je suis allé à Zouar un jour. On me dit, mais toutes les femmes que vous voyez là sont armées. Tout le monde sait tirer. Et vous, les montagnes que vous voyez, sous les montagnes là, il n'y a que des armes et il y a des à bouffer. Comme si les gens s'attendaient à quelque chose. Et ce n'est pas seulement Zouar. Il y en a beaucoup où les gens ont caché les armes. Et même le président de Déby était parti pour leur dire, les armes là, vous les sortez. Les gens n'ont pas voulu. Donc, ils savent qu'il y aura quelque chose. Donc, ça c'était en 1997. Donc chacun se prépare. Ça veut dire que les gens savent qu'en cas d'un cas, ils sortent les armes. Très bien. Ce n'est pas parce qu'ils se préparent. Mais ils disent, en cas d'un cas, ils sortent les armes dont ils disposent. Et on a arrosé les armes dans certaines provinces. Et il y a des provinces qui sont désarmées. Vous savez que vers la fin, on a envoyé, je crois que c'était M. Kaldze Bedebe d'aller désarmer les populations du Sud. Il y a une population qui est armée. Il y a des, même si vous prenez la population du centre, il y a des gens qui ne sont pas armés. Il y a des gens qui sont armés. À la frontière, alors, ça c'est un autre problème parce que le Soudan, les armes coulent. Au niveau de la Libye, les armes coulent. À l'ouest, avec Boko Haram, les armes coulent. Donc, il y a un chevauchement de conflits et surtout, il y a une prolifération d'armes au Tchad. Très bien. On va revenir avec vous. Maintenant, on écoute aussi quelle est la lecture de Dr Zagallo sur ces affrontements qui ont eu lieu récemment dans le Wadi Fira. Alors, ok, merci beaucoup. Je vous remercie encore pour l'opportunité offerte de discuter sur ces sujets d'actualité. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'on discute de ce sujet. Alors, ce qu'on peut peut-être dire, il n'y a pas une société qui peut vivre sans conflit. Parce que du moment où on est dans une société, on n'est pas homogène, on n'est pas uniforme, on aura toujours la divergence sur le point de vue, sur les positions. Et donc, le conflit, naturellement, vont survenir lorsqu'on est dans une société. Alors, maintenant, comme l'a dit mon interlocuteur, M. Omar, alors, il faut voir qu'est-ce qui amène le conflit. C'est ça qui est important. Et là, au Tchad, nous, on a négligé un grand aspect qui est là, franc, tout le monde le voit aux yeux, mais on n'en parle pas. Mais dès que le conflit survient, comme vous venez de le dire, c'est là où on cherche à intervenir. Donc, on gère que on prévient. Alors, déjà, si vous voyez le Tchad dans son ensemble, c'est un pays vaste, c'est un pays avec une grande diversité de populations. Autour maintenant de ce conflit, il y a toujours les besoins, parce que souvent un conflit, quand il survient, c'est autour d'un objet. Soit un puits d'eau. Un puits d'eau, etc. Donc vous avez vu récemment même le conflit dans le Wadi Fira, c'était autour d'un point d'eau. Celui de Hadjer Lamis l'année dernière, c'est autour toujours d'un puits. On a eu vraiment assez de pertes humaines. Alors tout ça, c'est pour dire qu'il y a un signe d'alarme qui est là, qu'on ne cherche pas toujours à le voir avec les yeux. Alors, on est dans un pays où on ne fait pas une répartition équitable des services sociaux de base. Les gens qui se battent, c'est sur leurs besoins fondamentaux. Les gens qui font les conflits, c'est sur leurs besoins fondamentaux. On s'est concentré sur une répartition inégale de ces services-là. Et là, vous allez voir, toujours les conflits vont être là. Parce que là où on ne fait pas une bonne répartition des services sociaux de base, l'éducation, la santé, l'eau, les autres besoins du milieu rural, si on ne pense pas à tout ça, les conflits ne font que s'intensifier. Donc voilà un peu l'élément profond qu'on ne le met pas au premier plan, mais on voit seulement les conflits. Alors, l'éducation, par exemple, prenons l'éducation. C'est vraiment un grand moyen pour éviter beaucoup de choses, mais en milieu rural. Demandez-vous le taux d'alphabétisation. Demandez-vous les écoles fonctionnelles. Puis encore en milieu éleveur ou bien en milieu pastoral. Demandez-vous quelles sont les écoles fonctionnelles. Alors, il y a un savant qui dit, tant
un peuple sans éducation, c'est comme si c'est un troupeau sans berger, une légion sans commandeur, ou bien toutefois des âmes sans foi. Ça veut dire qu'on attend que les dégâts. Donc vous voyez déjà, on peut éviter grandes choses lorsqu'on vraiment on répartit les services sociaux de base. L'eau par exemple. En ville, on ne se bat pas parce que, vous voyez, la répartition est au moins quand même un peu élevée par rapport à un milieu rural. Mais en milieu rural, qu'est-ce qui se passe? Et là, vraiment, le problème de gouvernance s'installe. Oui. Et là, vraiment, comme l'a dit M. Omar, il faut qu'on pense à ça. Il faut d'abord couvrir les besoins de la population. Et puis attendre la paix et la stabilité. Vous avez parlé des besoins fondamentaux, des besoins de base, comme vous avez évoqué. Oui. Votre vis-à-vis parle aussi de la question de la prolifération des armes. Est-ce que pour vous, vous acceptez que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a des conflits? Ou bien c'est comme un facteur qui stimule ces conflits? Alors, je pense que les armes existent partout. Et c'est vraiment un moyen qui est devenu dernièrement source même d'alimentation de nos conflits. Parce que, comme on l'a dit, le conflit auparavant existait. Ce n'est pas seulement un élément nouveau pour nous. Mais avant, les gens n'ont pas ces armes-là. Ils se battaient avec les mains, ils se battaient avec les bâtons. Au plus d'abord, on utilise les flèches, etc. Et là, avec maintenant la prolifération des armes, tout le monde se sent en position de force et il est prêt à se battre. Et là, on peut dire que c'est vraiment un grand facteur qui soutient un peu... C'est un élément de motivation. De motivation en quelque sorte de ce conflit. Mais derrière ces armes également, il faut voir parce que qu'est-ce qui amène les gens à s'armer? Parce que du moment où on est dans un pays vaste, la sécurité n'est pas très bien assurée. Toi, par exemple, tu as tes biens dans ta main. Quelqu'un, s'il vient avec bâton, pour prendre tes biens, toi aussi, tu vas l'affronter avec bâton. Mais du moment où quelqu'un vient avec une arme pour prendre tes biens, toi aussi, tu es obligé de garder une arme. Mais maintenant, en gardant l'arme, tu l'utilises maintenant en cas de conflit, tu fais usage de ces armes-là. Donc, je pense qu'il y a d'abord la sécurité en milieu rural qui est devenue un peu défaillante. Ce qui fait que les gens sont obligés de s'armer parce que tu es appelé à assurer ta propre sécurité. Et là, tu es obligé de prendre les armes. Mais maintenant, quand il y a un conflit, les gens font usage. Donc, ce n'est pas l'histoire de se contenter beaucoup plus sur les armes pour dire que vraiment c'est ça le grand problème. Mais il faut arriver à assurer la sécurité de ces populations. C'est ça qui est important. Très bien. Maintenant, quand on arrive à assurer la sécurité, on se sent qu'on n'a pas besoin d'un arme parce qu'on est sécurisé. Mais du moment où tu es en brousse, tu es en milieu rural, tu n'as aucune assurance de sécurité. Donc on parle en quelque sorte de l'absence de l'autorité de l'État d'une certaine manière. Alors, on va revenir avec Bédar Oumar Kamane. Pendant qu'on y est, comment est-ce que vous expliquez la répétition de ces violences, de ces conflits, malgré l'intervention de l'État qui à chaque fois prend ses dispositions pour venir régler le problème, régler les conflits lorsqu'il y en a? C'est la gouvernance. Je reviens toujours, c'est la gouvernance. Parce que quand gouverner, c'est prévoir. Vous avez déjà eu un conflit quelque part. Pour éviter que ce conflit ne se fasse, il faut régler un certain nombre de problèmes. Je prends le problème de l'eau. Moi, j'ai vu des conflits intercommunautaires en 1966. À partir de 1966, j'étais au Moyen. J'ai vu comment les gens venaient blessés par les lances à propos de l'eau. Quand les gens se battent. Et même les femmes sont concernées parce que les femmes restent derrière, elles font le you-you. Et ceux qui se battent là cherchent d'abord à tuer les femmes, qui rendent les hommes plus forts, à tuer les femmes avant mais qui les motive dans la guerre. Donc, ce problème-là, il ne fait que se répéter. Dans le Canem, j'étais directeur de l'organisation pastorale, j'ai vu ces conflits-là. Il y a un puits de 1,80 m de diamètre construit par l'État. Un puits qui a de l'eau, où les transhumants et les sédentaires, c'était au niveau de Michémire, et les éléments de transhumants et les sédentaires, ils boivent. Un jour, les nomades passaient,
Et ils ont obligé les femmes de les laisser boire avant qu'elles ne puisent. Ils ont battu les femmes. Les femmes sont allées dire à leur mari. Le lendemain, les maris sont venus. Ils ont cassé des branchages. Ils ont fermé ce puits-là. Et ils ont fait à côté un puits traditionnel. Parce que là-bas, dans le Sahel et dans le Sahara, celui qui contrôle un point d'eau contrôle l'espace. Donc, ils ont dit, on verra qui viendra encore battre nos femmes. Puisque c'est un puits public, on l'a fermé. Donc, ça, c'est notre puits. On verra bien qui va passer. Donc, les éleveurs ne passent plus, les transhumants ne passent plus par là. Pour assurer leur sécurité, ils ont pris le point d'eau. Donc, il y a ce genre de choses. Et les points d'eau sont rares. Les points d'eau sont... Et il y a un exemple que j'entends toujours, que j'ai vu, et qui m'a toujours frappé la cervelle. C'est entre le Sahel et le Sahara, il y a un puits, le puits de Derbé. Nous avons trouvé en plein Sahara, avec le ministre de l'Agriculture, avec le ministre de l'Élevage, une dame, sa fille et son petit-fils, avec un troupeau de chameaux. Où sont partis les hommes, demande le ministre? Ils sont partis chercher de l'eau. Depuis combien de temps? Les deux femmes disent depuis 3 jours. 3 jours pour aller chercher de l'eau. Entre-temps, elle buvait de lait de chamel. 3 jours pour aller chercher de l'eau. Ils ont dit non, ils reviennent après 11 jours. 4 jours pour aller. C'est compliqué. 4 jours pour revenir. 3 jours pour attendre son tour autour du point d'eau. Nous nous sommes orientés, nous sommes allés au niveau de ce point d'eau-là. C'est un puits. Il a été fait depuis la colonisation. C'est le puits de Derbé. J'ai encore bien retenu le nom. Nous avons une sonde électrique. Donc nous avons mis la sonde électrique puisque nous étions avec le bureau de l'eau. C'était une grande délégation qui est partie. Le puits fait 150 mètres. Quand ça touche, ça s'allume. Quand le bout de tuyau touche, il y a une lumière qui s'allume et ça nous affiche la profondeur, 150 mètres. Il y a 4 fourches. Pour ne pas avoir des problèmes, les gens se sont partagés les fourches là en communauté. Telle communauté, c'est telle fourche. Telle, c'est telle fourche. Vous avez des milliers de chameaux autour de ce puits-là. Et quand, pour puiser l'eau, il faut 4 personnes. Donc, les écoles se sont vidées, surtout les garçons. Ils viennent tous pour puiser de l'eau. Lorsqu'il y a un qui monte sur le chameau pour tirer la corde, il y a 2 autres qui attrapent le dél ou la peau qui permet de prendre l'eau, la cuvette, pour que ça ne tape pas les parois afin que l'eau ne se verse. Et ça, c'est 2 personnes. Et une 4e personne chasse les chameaux des autres pour ne pas boire leur eau. Si vous avez même 1000 chameaux de ce côté et même 50 de ce côté, vous allez attendre votre tour autour de votre... comment on appelle, je disais tout à l'heure, de la fourche. Vous ne pouvez pas changer de fourche, quelles que soient les conditions, puisque c'est déjà partagé. Même si vous êtes 50 ici et les autres sont 1000, ceux de 1000 là, ne peuvent pas venir pour prendre cette fourche. Et c'est le même puits. Et tout le monde le sait. Pourquoi ne pas faire d'autres puits adjacents? Mais pourquoi les populations préfèrent-elles se venger au lieu de contacter les autorités ou bien la justice en cas de conflit? Vous avez évoqué le cas des femmes qui sont reparties appeler leurs hommes parce qu'elles ont été victimes d'agressions. Pourquoi est-ce que les populations préfèrent, dans ces zones-là, se venger plutôt que de faire appel aux autorités compétentes pour régler un conflit? Non, la population a réglé son conflit. Maintenant, il appartient aux autorités de venir et de faire taire les conflits. Ce n'est pas à la population d'aller voir les responsables pour dire venez faire taire parce que les gens ont frappé nos femmes. Ils se sont immédiatement vengés. Maintenant, c'est un problème de gouvernance. Puisque c'est un problème d'eau, au lieu de multiplier les points d'eau, parce que les gens disent, ça c'est les puits de 1,80 m, ce sont les puits publics. Et nous, on fait notre puits. Comme ça, on va contrôler le passage. Très bien. De façon générale, ce qu'on remarque, c'est quoi? Le conflit dans ces zones commence toujours à partir d'une, 2 personnes qui se sont affrontées et après la communauté tout entière s'implique. Alors moi, la question que je pose, c'est la même question que j'ai posée et je vous la pose aussi. C'est lorsqu'il y a un conflit, pourquoi est-ce que les communautés ne contactent pas les autorités ou bien ne demandent pas que la justice fasse son travail et elles préfèrent plutôt se venger que d'impliquer les autorités dans le règlement du conflit? Alors ici, vous allez voir que
je pense que pratiquement, c'est la situation qui les oblige parfois à se rendre justice, parfois très rapidement, parce que, bien sûr, il y a les autorités au niveau local, mais quand tu te réfères vers eux, la procédure est très longue. Quand on vient, parfois vous allez voir que on a tel administrateur qui est parent, il prend côté, etc. Donc, en tout cas, la justice, en quelque sorte, n'est pas quand même la règle au niveau local, si on peut le dire. Parce que souvent, vous allez voir les autorités s'épanchent par-ci, par-là. Et là, je pense que les gens préfèrent se rendre justice eux-mêmes que d'aller vers les autorités. D'abord, ils vont allonger le processus parce qu'ils vont entrer aussi le phénomène de corruption des dents, l'arnaque des dents, tout ça. Et là, je pense qu'au lieu de résoudre le problème de manière un peu restreinte, les autorités, parfois, elles-mêmes, ils l'élargissent pour en tirer profit de ces conflits. Donc souvent, c'est ces cas-là très récurrents que la population rurale vit. Et c'est là ils préfèrent vraiment eux-mêmes résoudre leurs problèmes que d'aller vers les autorités. Et là, vous allez voir que c'est vraiment un phénomène vraiment à prendre en compte. Parce que si on n'a pas confiance en nos autorités, dans un lieu, c'est que vraiment il y a un souci, il y a un problème. Parce que normalement, ils sont censés mettre l'ordre, ils sont censés vraiment organiser la population, ils sont censés se préoccuper même des problèmes de la population. Et pour intervenir aussi, parfois, vous allez voir, pour déclencher leur processus d'intervention, parfois aussi c'est très rare, très long, très complexe. Et vous allez voir une autorité que vous partez, vous demandez son intervention, lui-même il vous demande de payer les carburants par exemple. Et là c'est fréquent, avant qu'il puisse intervenir dans une situation très délicate. Et il y a quand même plusieurs vraiment éléments qui ont amené les gens à ne pas vraiment avoir confiance maintenant à nos autorités, souvent, de ne pas vraiment se rapprocher de nos autorités et de résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Et vous allez voir, quand c'est eux maintenant, ça devient encore plus grave et c'est après que les interventions arrivent. Les interventions arrivent, vous le dites, les autorités après conflit arrivent sur le terrain, ils arrivent à écouter les deux parties, ils parviennent à avoir des accords entre les deux parties. Parfois, l'État même verse de l'argent à certaines parties en termes de réparation. Est-ce que vous pensez que cette méthode de travail, cette méthode de règlement de conflit, j'allais dire, est vraiment efficace? Alors, si nous venons du point de vue prévention des conflits communautaires, en réalité, il y a plusieurs lignes directives qu'il faut vraiment utiliser pour que les gens vivent en paix ensemble. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas avoir une société sans conflit. Mais pour parvenir à vraiment mettre tout le monde ensemble en paix, il faut quand même d'abord commencer par conscientiser les gens. Il faut les conscientiser, il faut les sensibiliser, il faut les amener à comprendre l'intérêt de la paix, de la cohabitation pacifique. Et puis après, pour faire les accords, c'est un long processus. Les accords qu'on le fait en urgence, ça, vous allez voir, ça ne trouve pas le consensus. Ça, c'est un accord imposé. Et là, cet accord imposé ne peut pas après vraiment donner effet. Parce que du moment où les gens ne sont pas entendus, ce n'est pas un truc consensuel. Après, tout le monde le boycotte et on revient sur les mêmes choses. Donc, quand on veut faire un accord, c'est un long processus où on va avec des étapes bien définies et on arrive à un accord consensuel où tout le monde vraiment est d'accord sur les règles qu'on met en place. Et là, je pense que ça va vraiment résoudre un peu ou bien atténuer un peu la survenue des conflits. Mais maintenant, l'argent qu'on verse, moi, de mon point de vue, c'est encore mettre l'huile dans le feu. Parce que là, on s'est dit qu'on est en train d'encourager un phénomène qui pourrait vraiment encore être récurrent. Parce que il faut quand même arriver à résoudre un problème de manière durable. Alors, si on récompense, c'est qu'on
on s'est dit qu'on est en train de vous amener à être un peu dans le bon sens, etc. Mais en réalité, on veut atténuer le problème. On veut que les choses s'arrêtent. C'est un peu ça l'idée. Mais ce n'est pas durable. Et quelquefois, ça peut être même source de motivation parce que quand on est déjà en position de force, on se dit qu'on est victime. On va se venger si vous ne nous faites pas ça. Et l'État est obligé de céder pour dire que tout ce que vous voulez, on vous donne. Alors là, ça encourage. En réalité, ce n'est pas ça qui est l'idéal. L'idéal, c'est de faire la justice, laisser la justice faire son travail. Les peines, il faut vraiment les appliquer à la rigueur. Et quand on veut faire maintenant un accord, il faut que ça respecte les étapes et ça soit un accord consensuel. Et là, on résout vraiment un problème de manière pérenne et durable. Mais si on vient, c'est juste pour calmer, pour arrêter, et on fait vraiment les choses à l'immédiat, à l'urgence, tout en cédant par-ci, par-là, en ne laissant pas la justice faire vraiment son travail. Et après, vous allez voir que, on va dire, déjà, on a atténué le feu, il n'y a plus de condamnation, les gens ne sont plus, en tout cas, soumis à la justice, aux peines de justice, et ainsi de suite. Et ça encourage, ça motive. Donc, cette manière, je ne pense pas que ça va être durable. Mais l'idéal, c'est vraiment d'abord prévenir, communiquer d'abord avant la survenue de conflits, disposer d'un bon système d'alerte avant que le conflit survienne, agir à temps pour ne pas laisser le conflit s'intensifier et s'amplifier. Et au cas où le conflit survienne, on doit vraiment appliquer la justice à la rigueur. Et là, je pense qu'on est dans une démarche où on veut vraiment avoir vraiment un schéma durable de résolution et de prévention de nos conflits. Très bien. Merci pour cette analyse. Même question pour vous, on va avoir aussi votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez que cette méthode de règlement de conflit des autorités est efficace à votre avis? Absolument pas. D'abord, il y a des communautés qui ne mangent pas l'argent du sang. C'est-à-dire que quand on tue quelqu'un et que les autres, et que l'État paye, il y a des communautés là, qui ne mangent pas cet argent-là parce que c'est interdit dans leurs us et coutumes. On ne tient pas compte. Deuxièmement, lorsqu'il y a un conflit, d'abord, les anciens conflits et les nouveaux ne sont pas les mêmes. Les anciens, quand on les règle, on les règle dans les règles de l'art. On fait venir les deux communautés, les gens qui comprennent bien la justice coutumière arrivent. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, la plupart des gens, c'est les commandants de brigade. Quelquefois, quand il y a deux conflits, je prends des conflits entre deux individus, et que les individus règlent, ils s'en vont, le commandant de brigade écoute, il les rappelle pour les amender. Ça, il y en a. Deuxième conflit, quand il y a des communautés qui se battent. Il faut voir, il y a des communautés qui ne sont pas chez elles, mais qui vont provoquer les autres. Ça aussi. Il y a un problème d'occupation des terres qui est en train de se passer de manière très lente, mais qui est en train de prendre de l'ampleur. Aussi bien au niveau du Sahel qu'au niveau de la zone soudanienne. Là, chacun est en train d'occuper ses terres et en fermant aux autres. Là également, alors qu'est-ce que l'État fait? Est-ce que l'État se met en juge? Non, pas du tout. Pendant un certain temps, jusqu'en 1990, quand vous prenez, je viens toujours sur le problème un peu des éleveurs agriculteurs. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Quand vous prenez les couloirs de transhumance, le long des couloirs de transhumance, les commandants de brigade sont de la même communauté, la communauté régnante, jusqu'en 1990. Quand le pouvoir a changé, les commandants de brigade, la communauté a changé également. Parce qu'ils connaissent exactement les troupeaux des gens qui passent. On sait que ça, c'est pour telle haute personnalité, ça, c'est pour telle autre personnalité. Depuis le Sahel jusqu'en zone soudanienne, le chien du roi est le roi des chiens. On connaît exactement les animaux des chefs, et ces animaux-là sont les chefs des animaux, parce qu'ils ont toujours raison, même s'ils bouffent. On sait que les animaux appartiennent à telle ou telle personne. Ils ont toujours raison, on leur donne raison. Ils n'ont jamais tort. Et là également, aujourd'hui, ça s'est carrément dégénéré. Regardez seulement le profil des commandants de brigade. Ce sont des gens qui mettent de l'huile dans le feu, ces gens-là. Et l'État le sait. L'État met ça pour assurer ces troupeaux parce qu'aujourd'hui, des hautes personnalités sont devenus de grands propriétaires de bétail. Et leurs bétails sont protégés par des bergers qui sont armés.
Et là également, c'est un autre type de conflit. Si on prend le conflit de Wadi Fira, ce n'est pas le seul conflit. Il y avait un conflit qui a éclaté au même moment dans le Guéra, vers Mangalme. Il y a un conflit qui a éclaté entre Arabes et Moubi. Il y a le conflit, les Tama et les Zahawa. Il y a les conflits un peu partout. Donc, ce n'est pas de la même manière qu'il faut régler les mêmes choses. Il faut aller à la source, voir de quoi il s'agit. Mais si vous prenez, l'État est toujours responsable de la plupart de ces conflits-là. On a laissé faire. Aujourd'hui, on veut éteindre le feu, tout prend feu. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques utilisent parfois les divisions communautaires à des fins politiques? Les divisions communautaires, eux-mêmes, ils sont responsables des divisions communautaires. Je vais vous donner un exemple. Je dis que les hauts responsables sont devenus de grands propriétaires. Quand vous prenez les gouverneurs aujourd'hui, beaucoup de gouverneurs sont des propriétaires de troupeaux. Aujourd'hui, quand ils se déplacent avec leurs troupeaux. Mais ça, personne n'en parle. Les gouverneurs se déplacent quand ils sont mis dans une région, dans une province. Ils font venir leurs troupeaux avec eux. Mais sans rien dire, c'est les bergers qui... Or, on sait que le troupeau là, appartient au gouverneur, appartient au préfet, appartient au sous-préfet, etc., etc. Et quand il y a des dégâts, et qu'on appelle les forces de l'ordre ne bougent pas, dans la plupart des cas. Sauf quand les animaux de ces hautes personnalités sont attaqués, vous voyez intervenir les forces de l'ordre. Mais sinon, aujourd'hui, les gouverneurs se déplacent avec leurs troupeaux. Et leurs troupeaux se déplacent avec les armes. Comment est-ce que vous pensez, vous êtes sur le terrain, vous côtoyez parfois ces communautés-là, vous travaillez avec elles, est-ce que vous pensez que parfois les hommes politiques influencent, profitent de cette division politique, profitent de cette division communautaire-là pour des fins politiques? Alors, je pense que depuis fort longtemps, quand nous parlons de conflits sur le terrain, c'est-à-dire que nous parlons un peu des acteurs directs. Là, vous allez le voir, c'est ceux qui sont directement opposés dans le conflit. Et derrière maintenant ces acteurs directs, souvent, parfois, on a aussi des acteurs indirects. Alors, ces acteurs indirects, ça peut être les politiciens, ça peut être les hauts responsables qui sont au sommet de l'État. Vous allez voir qu'il y a un conflit sur le terrain qui s'est opposé entre un agriculteur et un éleveur, donc dévastation des champs par exemple. C'est un conflit ordinaire que tout le monde peut le résoudre. Donc ça se résout même sur le champ en un rien de temps. Là, vous allez voir un appel téléphonique qui va venir de N'Djamena pour dire que non, tu fixes tel dommage, ou bien il faut qu'on emprisonne tel monsieur. Et puis, si on le met en prison, par exemple, il a fait un dégât, on intervient de N'Djamena pour appeler, pour dire qu'il faut le faire sortir de prison, etc. Donc, il y a les influences. Et parfois, on dirige même à distance pour que le conflit prenne une grande ampleur. Et puis, en tant que politicien de la zone, on résout le problème et ça nous donne quand même... On se fait passer pour le Messie. Oui, ça nous donne un point fort à gagner sur le terrain. Donc, ce genre d'éléments existent, ce genre de phénomènes existent. Mais de toutes les manières, moi, à mon avis, les sources de problèmes viennent seulement quand on n'a pas une bonne répartition des services sociaux de base. Parce que si les gens sont satisfaits dans leurs besoins sur le terrain, je pense qu'à distance, on n'aura pas la chance d'intervenir pour créer des divergences et ainsi de suite. Les divergences se créent toujours autour des besoins. Et là, il faut vraiment mettre ça au sérieux. Parce que là où on arrive à faire un bon service de base à la population, c'est là où on va éviter les conflits. Là où on ne va pas trouver le conflit. Mais lorsque on ne pense pas à couvrir les besoins de base, on pense seulement un peu à autre chose, vous allez voir que les conflits ne vont jamais disparaître. Parce que les gens vont toujours avoir cette divergence sur le besoin.
et les conflits vont toujours persister. Mais si on arrive vraiment à faire un bon service social de base, l'éducation, on le fait vraiment de manière équitable. La santé, on le fait pour toute la population de manière équitable. L'eau, par exemple, on le fait de manière équitable pour toute la population. Je pense qu'on est en train de faire une répartition équitable des services sociaux de base. Et là, on va limiter les problèmes, on va limiter les conflits. Mais tant qu'on n'arrive pas à ça, on va toujours tourner tout autour pour dire que voilà, telle est la cause, voilà, telle est la cause, voilà, c'est ça qui fait la cause, et ainsi de suite. Mais en réalité, le grand problème, parce que les études, la science aussi a démontré, quand on fait une bonne répartition équitable de services sociaux de base, c'est là où on n'a pas de conflit. Là où il y a une mauvaise répartition des services sociaux de base, c'est là où les conflits vont être là. Merci. Si vous avez une dernière chose à dire par rapport à ce conflit intercommunautaire, avant qu'on passe au second grand thème. Oui, il y a quelque chose, parce que les conflits sont traités de manière différente. Vous avez quelquefois des conflits qui éclatent dans une zone où on envoie les hauts responsables très rapidement, on envoie de l'argent, etc. Dans d'autres parties du Tchad, quand les conflits éclatent, tout le monde croise les bras, on regarde, on ne cherche même pas les responsables. On envoie quelqu'un aller faire un petit discours pour calmer les gens et on revient. Là, c'est traité de deux manières différentes. Le politique traite les conflits là de deux manières différentes. Pour certains, on va rapidement, on verse de l'argent, on fait mobiliser des ministres, etc. Dans d'autres parties, vous voyez une lassitude. C'est comme si ça ne concerne pas le gouvernement. Je parle du gouvernement. On envoie peut-être quelqu'un aller faire un petit discours et puis revenir. C'est traité de deux manières différentes. Merci pour vos interventions. On est en train de finir notre entretien, mais on va brosser brièvement l'un des sujets aussi de cette semaine, l'un des sujets le plus brûlant. C'est aussi l'attaque de la secte islamique Boko Haram contre les positions des forces de défense et de sécurité. L'armée tchadienne a perdu plusieurs soldats, et même les hauts gradés. Alors, comment est-ce que vous expliquez la recrudescence des attaques de Boko Haram contre l'armée? Je ne peux pas expliquer la recrudescence, mais je vois un peu l'attitude d'abord. L'attitude de certains pays. Avant, quand il y a de tels dégâts, vous voyez des pays qui envoient des messages. Cette fois-ci, c'est tout le monde qui se tue. Boko Haram, la base de Boko Haram, c'est le Nigeria. Boko Haram est entre 4 pays. Le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Pourquoi ne pas conjuguer les efforts pour aller écraser cette secte-là? À chaque fois que Boko Haram attaque, et quand elle est poursuivie, mais elle se réfugie au Nigeria. Quand Boko Haram a commencé, c'était pas exactement comme ça. Quand Boko Haram a commencé, Boko Haram s'attaquait à des Biafrais dans les églises. On brûlait les églises, on tuait les gens. Mais les Biafrais ont pris des mesures pour se protéger. Et bien regardez, puisque le Niger est un État fédéral, dans leur État, ils se sont sécurisés. Boko Haram n'entre pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il faut prendre cette mesure-là et l'appliquer. Comment les Biafrais ont-ils fait pour sécuriser leur État au Nigeria? Pourquoi ne pas prendre ça et l'appliquer? Pourquoi ne pas conjuguer un jour les efforts et les 4 pays à la fois, écraser cette secte malfaisante? Non? Quand un pays tape, Boko Haram va de l'autre côté. Quand un autre pays tape, les autres ne bougent pas. Quand tel pays tape, les autres ne bougent pas. Il faut conjuguer les efforts. Et là, ça demande une volonté politique des 4 États pour écraser une fois Boko Haram. Et Boko Haram, sa source là n'est pas forcément africaine. Il y a des sources extérieures qui sont en train de déstabiliser cette zone. Voilà. Et ils reçoivent des financements extérieurs, si vous des voulez fusils dire. Extérieurs. On a même vu une fois un camion plein de motos avec des soldats blancs descendre de ces motos-là pour Boko Haram. On a vu ça dans les réseaux sociaux. Très bien. Quelle analyse vous faites sur ces attaques de Boko Haram contre les positions de l'armée tchadienne? Alors, je pense que vraiment, la secte Boko Haram, c'est un fléau majeur, un fléau très complexe. Et s'il faut vraiment l'analyser au fond, vous allez voir que c'est un instrument
comme l'a dit M. Oumar, qui est là sur une zone bien donnée, une zone frontalière entre le Tchad, Cameroun, Nigeria, Niger, et ainsi de suite. Et donc, en réalité, pour que vraiment on puisse circonscrire ce phénomène, il faut mutualiser les efforts. Mais du moment où on voit nos politiciens eux-mêmes, ils s'accusent, on n'est pas soutenu par tel pays, vous allez voir, nous on intervient seul pour combattre un ennemi invisible. Alors le problème est que c'est un ennemi qui est à peu près invisible. Si vraiment il est là mélangé parfois avec la population. Et là c'est très difficile de les circonscrire si on n'a pas vraiment un effort conjugué, un effort mutuel. Et vous allez voir aussi, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et là, qu'est-ce qui l'alimente? Ça aussi, vraiment, c'est très important qu'il faut pencher. Vous prenez par exemple chez nous la province du lac Tchad. Elle est pleine d'opportunités. Mais vous allez trouver la grande partie de la population est sans emploi. La jeunesse est sans emploi. Parfois, vous allez voir, on accuse même les éleveurs, qu'eux-mêmes, ils sont Boko Haram parce qu'ils sont facilement récupérables par la secte Boko Haram parce qu'avec le changement climatique, vous allez voir, les éleveurs perdent leurs biens, ils n'ont rien à faire, ils sont dans la brousse. Donc, le moyen le plus simple pour eux, c'est d'intégrer les mouvements rebelles, d'intégrer là où les extrémistes, tout ça, et ainsi de suite. Donc, il y a deux vraiment éléments majeurs qu'il faut tenir compte pour combattre vraiment Est-ce que vous pensez que l'armée tchadienne est capable de faire face à Boko Haram? L'armée tchadienne est capable de le faire, de faire face du moment où l'ennemi devient vraiment visible. Parce que nous, on est en face d'un ennemi invisible qui fait des recrudescences, des incursions pour seulement frapper et retourner. Et c'est un peu ça le mal. Et là, vraiment, l'armée tchadienne seule ne peut pas circonscrire. Parce que du moment où l'ennemi, on ne sait pas d'où il vient. Mais je pense que sur le territoire national, je ne pense pas que Boko Haram aura aussi la chance d'exister, comme dans le Niger où il occupe carrément des zones, des endroits bien définis. Mais pour nous, je pense que c'est les incursions qui nous menacent, mais on fait confiance quand même à notre armée, mais ça demande vraiment à être appuyé mutuellement avec les autres pays. Sinon, l'armée tchadienne a envoyé, on va dire, on a nos policiers qui sont en Haïti pour assurer, gendarmes, j'allais dire aussi, qui sont en Haïti pour assurer la sécurité, pour combattre les gangs. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Tchad, au-delà de son intervention à l'extérieur, a les moyens de se défendre face à cette secte islamique qui menace la province du lac Tchad? Pour Haïti, je me suis dit, mais nous avons des problèmes ici à régler, que d'aller régler le problème de Haïti. Parce que le problème de Haïti, si vous l'analysez, ce n'est pas un problème naturel. Il y a un autre problème qui est la destruction des îles. Elle n'est pas naturelle, cette destruction. Ce n'est pas un tremblement de terre qui a causé, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des essais sous le sol. Haïti a porté plainte contre la France pour lui procurer combien de milliers de milliards. Et c'est en ce moment-là que l'île explose, et on voit surgir des gangs. Ce n'est pas à nous d'aller assurer la sécurité de Haïti. On a des choses à assurer chez nous ici. En ce qui concerne Boko Haram, l'armée tchadienne, c'est une très grande armée. On a plus de 1000 généraux, attention. Peut-être que le seul pays qui nous dépasse en nombre de généraux, c'est la Russie. Même les États-Unis ne nous dépassent pas en nombre de généraux. On a mais est-ce qu'on a les moyens pour se défendre face à Boko Haram? Le nombre de généraux même n'est pas calculé sur le nombre des troupes. Les moyens dont on dispose, mais utilisons pour le Tchad. Mais le problème de Boko Haram n'est pas forcément la grandeur. Sinon, le Niger nous dépasse en nombre de militaires. Quand le lac est plein, il y
n'y a pas des îles. En période d'étiage, quand le lac descend, il se crée des îles. Et ces îles sont occupées quelquefois par des bandes armées. Vous ne savez pas, plusieurs îles apparaissent quand on est en étiage, c'est-à-dire quand les eaux sont basses. Boko Haram se sert de ces îles-là. Mais quand ils sont poursuivis, ils rentrent au Nigeria. Pourquoi le Nigeria, de l'autre côté, ne réplique pas? On les laisse entrer. Il y a un problème qui se passe. Donc, est-ce que le Tchad a les moyens? Il a les moyens, mais est-ce que le Tchad a l'autorisation de poursuivre un ennemi dans un territoire qui ne lui appartient pas? En principe, il peut le faire. Et ça, vous allez voir que c'est un autre problème qui va surgir entre le Nigeria et le Tchad pour dire, voilà, on a violé ce territoire. Il faut mutualiser les forces, comme l'a dit Zagallo, il faut mutualiser les forces. Très bien. Le Tchad a les moyens, mais le système qui a été utilisé, qu'utilise Boko Haram, n'est pas maîtrisable. La mutualisation des forces pour tenir tête à Boko Haram, c'est votre solution. Nous sommes arrivés donc au terme de cet entretien. On a parlé de la question des conflits intercommunautaires aussi, de la question sécuritaire à notre frontière, dans le lac Tchad. Nous sommes arrivés donc à la fin de cet entretien. Avant de clôturer, on vous donne la parole si vous avez un mot de fin à dire avant qu'on clôture. Ok, merci beaucoup. Je pense que on a discuté d'un sujet assez crucial et face vraiment à la recrudescence de conflits intercommunautaires. Alors ça nous alerte à, comme on l'avait dit, à développer encore plus de moyens pour faire face. Et l'État est directement interpellé parce que lui, c'est le garant même de la paix, du vivre ensemble. Et donc, il y a vraiment un grand effort à fournir. Je pense que les sénateurs ont discuté même avec le Premier ministre ces problèmes de conflits intercommunautaires, le problème de la cohabitation pacifique. Le gouvernement a quand même confirmé qu'ils sont vraiment dans un processus de recherche, vraiment de mécanismes et des moyens pour le mettre en place pour que cette cohabitation pacifique soit une réalité pour les Tchadiens. Mais on demande vraiment à doubler encore les efforts parce que surtout le grand problème c'est au niveau déconcentré. Il faut vraiment réfléchir à mettre des autorités qui répondent aux besoins. Ça c'est très important parce que c'est avec eux qu'on puisse vraiment développer beaucoup de choses au niveau déconcentré. Mais si on nomme vraiment de manière un peu non contrôlée, surtout nos autorités au niveau déconcentré, ça pourra fragiliser toujours ce système de vivre ensemble. Donc il faut vraiment que l'État puisse développer également un bon système d'alerte. Et là aussi, en réalité, quand on a un bon administrateur au niveau déconcentré, tout cela se règle à lui-même. Donc vraiment, nous encourageons à mettre en place vraiment des mécanismes et des institutions très fortes pour la prévention d'abord, parce qu'il ne faut pas attendre à ce que le conflit arrive et qu'on intervient pour dire qu'on va résoudre, parce que ça n'apporte pas plus de réponses durables. Très bien, merci. Merci pour votre intervention. Veda Oumar Kamene, votre mot de fin. Oui, le Tchad avait eu une occasion de régler un certain nombre de ces problèmes-là. C'était pendant le DENIS, le dialogue national inclusif et souverain. On aurait pu utiliser le dialogue-là de manière correcte, équitable, et mettre ces problèmes de vivre ensemble là comme le problème central. Mais on a escamoté le dialogue. On l'a politisé, on a écarté certains pour aller très vite, adopter une constitution, faire des projets, même les projets de l'État fédéral a été écarté. Il fallait l'étudier, c'est pendant ce temps. La constitution fédérale a été faite de l'État unitaire et l'État fédéral, le vivre ensemble. Si on avait très bien fait le DENIS allait régler un certain nombre de problèmes. Mais on a escamoté le DENIS. On a pris ce qu'on veut, on a écarté ce qu'on ne veut pas. Et voilà, maintenant on parle encore d'un autre dialogue. J'entends parler maintenant de dialogue. Parce que le premier n'a pas marché. À qui la faute? Merci Veda Oumar Kamene. Je rappelle que vous êtes démographe, géographe, consultant indépendant. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau et de répondre à nos questions. Merci, mais prochainement quand même, prenez le temps de m'informer parce que vous m'invitez 1 heure avant l'émission.
C'est ce matin qui me dit, bon, à 10h, j'ai besoin de toi. Voilà. Parfois aussi, ne coupez pas ça. Hein. Oui, très bien. Non, pas du tout. Parfois aussi, nous sommes dans l'urgence de traitement de sujets. Oui. On est obligé de s'adapter à l'urgence. En tout cas, merci pour votre intervention. Merci d'avoir accepté de venir. Merci aussi à Dr Achérif Hamid Zagalo. Vous êtes secrétaire permanent des organisations paysannes à la plateforme pastorale du Tchad. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de communication. Merci beaucoup. Merci. Merci aux téléspectateurs, merci aux auditeurs, fidèles auditeurs de la radio Tchad Info FM. Merci aussi aux internautes qui nous suivent depuis toutes les plateformes digitales de Tchad Info. Nous sommes arrivés donc au terme de cet entretien. Ce débat nous a permis de parler des conflits intercommunautaires qui s'accentuent, qui se multiplient dans notre pays, qui a fait beaucoup de victimes. Et nous avons aussi parlé de la situation sécuritaire dans le lac, dans la province du lac, où le Boko Haram attaque la position de l'armée tchadienne. Nous sommes donc arrivés au terme. On va s'arrêter ici. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Face à Face. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.